est un des philosophes les plus en vue et il publie un éloge de l'assimilation, critique de l'idéologie migratoire. C'est aux éditions du Rocher et en vente sur le site de TV Liberté dans la boutique de TV Liberté. Avant l'éloge de l'assimilation, bonjour Vincent Coussedière, j'aurais dû commencer par cela. Bonjour. Alors avant l'éloge de l'assimilation, il y avait eu un éloge du populisme. Est-ce que vous voyez toujours dans le populisme, quand il s'exprime par le peuple, c'est la précision que vous aviez apportée, est-ce que vous voyez toujours une réaction face à la décomposition sociale de notre peuple ? Oui, tout à fait. Donc, c'est éloge de l'assimilation, c'est un prolongement logique de mon éloge du populisme, puisque mon éloge du populisme, c'était un éloge de ce que j'appelais le populisme du peuple. Et je disais que le populisme du peuple, c'est la réaction des peuples à leur décomposition, que je plaçais sur 2 points. La décomposition de leur sociabilité, donc peut-être liée au problème de l'assimilation et de l'immigration, et la perte de leur souveraineté. Donc, c'est tout à fait dans le prolongement d'éloge du populisme, de faire un éloge de l'assimilation. On reproche souvent au peuple populiste d'être raciste, xénophobe, etc. Non, pour moi, il est tout simplement attaché à la tradition assimilationniste française. Un instinct désespéré de conservation, c'est ça le populisme, résumé en 3 mots. Oui, désespéré, j'espère pas, mais c'est effectivement le peuple qui cherche, alors peut-être de manière un peu désespérée, qui cherche des élites qui soient enfin de nouveau à son service et le protègent, et ne travaillent pas au contraire à sa décomposition. Depuis plusieurs années, on le voit bien dans vos propos à l'instant, vous évoquez la crise de l'assimilation dans nos nations sous l'effet à la fois de la mondialisation et du multiculturalisme. L'assimilation est tellement en péril que vous êtes obligé d'en faire un ouvrage, un livre entier pour réhabiliter cette tradition française, celle de l'assimilation. Alors, oui, elle est en péril, elle a été tout simplement abandonnée, même si elle continue à figurer dans notre code civil. On a toujours un fameux article où on nous dit que l'assimilation est la condition de la naturalisation. Mais on a vu récemment notre président de la République, dans son fameux entretien à l'Express, nous dire que en fait, l'assimilation, c'était plus d'actualité, et qu'il fallait passer à l'intégration, comme si c'était une nouveauté, puisque j'essaie de montrer dans mon livre que ça fait longtemps qu'on a abandonné l'assimilation. Après, mon livre, c'est pas seulement revenir à quelque chose qui existait déjà et qui était l'assimilation et qui marchait parfaitement. C'est encore un petit peu plus ambitieux, c'est-à-dire je pense que si on veut réhabiliter et relégitimer l'assimilation, il faut aller plus loin et il faut aussi essayer de la repenser, de repenser ce qu'on appelle assimilation. Et c'est là que pour moi l'assimilation n'est pas seulement une politique parmi d'autres, mais je dirais que c'est quasiment l'essence de la politique. La politique, c'est vivre en commun au sens noble, et vivre en commun, c'est faire un effort pour se ressembler, pour se rendre similaire. Et c'est ce qui permet justement la vie commune et le bien commun. On va avancer vers cela. Le grand tabou, c'est évidemment l'assimilation des étrangers, l'immigration. Or, vous affirmez que l'immigration est une question qui devrait concerner les philosophes. Et on a envie de vous dire, mais il ne manquait plus qu'eux. Qu'est-ce que vous avez contre les philosophes ? Non, mais tout le monde s'occupe de l'immigration, et il fallait rajouter les philosophes. Écoutez, je pense que les philosophes peuvent apporter quelque chose à cette question, tout simplement en la problématisant. D'ailleurs, c'est le travail philosophique. Il ne s'agit pas d'être pour ou contre l'immigration, pour ou contre les immigrés, etc. Il s'agit de penser un phénomène social qui s'appelle l'immigration. Et je pense effectivement que si on regarde l'importance de cette question dans le débat public depuis 40 ou 50 ans, et on regarde les travaux proprement philosophiques, et je pense à nos plus grands philosophes politiques, on s'aperçoit qu'il y a peu de choses sur cette question de l'immigration. C'est une question qui est plutôt celle des sociologues, des historiens, des économistes, des démographes, mais finalement pas tellement des philosophes. Si ce n'est, c'est ce que je montre dans le livre, si ce n'est sous une forme idéologique, c'est-à-dire que y a une certaine partie de la philosophie d'obédience marxisante qui s'est emparée de cette question, mais à mon avis de manière idéologique. Est-ce que le philosophe que vous êtes peut encore aujourd'hui apporter à ce phénomène une innovation, des nouveautés, alors qu'il est recouvert par l'idéologie ? Vous dites d'ailleurs l'idéologie migratoire, par l'intimidation médiatique, je vous cite, et par la sanction juridique systématique. Oui, tout à fait.
Justement, peut-être que le travail philosophique, c'est justement d'essayer de déconstruire cette idéologie qui a recouvert ce phénomène et qui nous empêche finalement d'en parler librement et aussi d'en parler, je dirais, sur un plan politique. Parce que ce qui est très important, c'est qu'on a une approche purement morale du phénomène de l'immigration. Et j'essaie de montrer comment en avoir une approche politique et pas simplement morale. Il y a une espèce de moralisme. Je reprends l'expression d'Octavio Paz à propos de Sartre, extraordinaire expression, le masochisme moralisateur. Il y a une espèce de masochisme moralisateur sur cette question de l'immigration. Donc, j'essaie d'en sortir. Je prends au sérieux le poids de cette idéologie. Et je pense que si on ne fait pas l'effort de la déconstruire véritablement, eh bien, les tentatives purement oppositionnelles et réactives n'iront pas très loin. Vous citiez à l'instant Sartre, lui s'est emparé de cette idéologie migratoire que vous évoquez, et bien vous lui en faites le reproche, vous parlez de la mise en place d'un programme de la honte, jusqu'à la nausée, programme de la honte. Oui, alors ça c'est peut-être, ce qui est peut-être un petit peu un des éléments, j'espère, novateurs du livre. C'est que quand on parle de l'immigration, on a pointé depuis déjà pas mal de temps la difficulté d'assimiler des étrangers si nous avons honte de ce que nous sommes. Pascal Bruckner, par exemple, a parlé de cette idéologie de la repentance. D'autres philosophes ou sociologues, plutôt, sur cette question, ont parlé de la repentance. Bon, j'essaie de montrer que cette question de la repentance, elle remonte plus loin qu'on croit. Et je pense que si on veut faire la généalogie de cette repentance et de cette honte, il faut remonter à l'après-guerre. Et on en trouve déjà le programme, ce que j'appelle le programme de la honte, on le trouve déjà dans l'œuvre de Sartre. Sartre est quelqu'un qui va exploiter un affect de honte, éprouvé par de nombreux Français suite à l'effondrement de 40, suite aussi à Vichy, la collaboration, etc. Il va exploiter cet affect de honte, il va s'engouffrer là-dedans, et il va faire progresser à partir de cet affect de honte ce que j'appelle l'idéologie migratoire. Sachant qu'une idéologie, pour être efficace, c'est pas seulement la logique d'une idée, c'est pas seulement sa systématicité qui fait l'efficacité d'une idéologie, mais c'est qu'elle répond à des affects, des sentiments. Et elle s'ancre là-dessus. Et donc l'idéologie migratoire, c'est ancré sur un sentiment très profond de honte de la nation qui a été cultivé par des gens comme Sartre, qui a été cultivé par la suite par les fameux penseurs de la déconstruction. Voilà, donc j'essaye de faire la généalogie de cet affect de honte. Sartre, vous dites, crée un affect de honte, un programme de honte de la nation, qui répond, vous l'expliquez clairement, à sa propre honte, sa honte personnelle. Voilà, j'ai essayé de creuser un petit peu cette question, parce qu'il me semble qu'il y a dans l'œuvre de Sartre quelque chose qui est de l'ordre d'un profond ressentiment. D'un profond ressentiment, je me réfère à Nietzsche. Et Nietzsche est un analyste extraordinaire du ressentiment. La fameuse phrase de la généalogie de la morale. Je souffre, donc tu es coupable. C'est ça le ressentiment. J'ai une haine de moi-même et je la fais payer aux autres. Et Sartre, je pense, a une très profonde haine de lui-même qui va le faire payer finalement au peuple français, à la nation. Cette honte, elle s'enracine chez Sartre, alors dans des éléments, là je ne vais pas rentrer là-dedans, qui pourraient être même de l'ordre biographique, qu'on trouve dans les œuvres littéraires, vous avez fait allusion à la nausée, mais là je m'en tiens à la honte politique de Sartre. Sartre a eu honte de son aveuglement politique par rapport, si vous voulez, à la montée du nazisme, et il a eu honte aussi de son attitude, d'une certaine manière, même de manière plus ou moins consciente, pendant l'occupation. L'attitude pleutre, tout en voulant se faire prendre pour un grand résistant. Il a fait une sorte de gesticulation pour essayer de faire croire qu'il avait des velléités de résistance. S'il avait voulu résister, il aurait pu suivre l'exemple de Canguilhem. Peut-être ça serait mal passé d'ailleurs pour lui. Mais donc voilà, il y a chez Sartre il y a un rattrapage. Il y a un rattrapage après 1945 de son attitude finalement pendant cette période. Et sur Sartre toujours, ça aboutit à l'idée que pour vous, il était plus multiculturaliste que marxiste. Ça va décevoir tous les vieux staliniens qui sont encore là. Alors, tout à fait. C'est-à-dire que
Sartre, souvent, on a raison, hein, on se moque un peu de lui comme idiot utile, si vous voulez, du stalinisme. Sartre a rejoint finalement Staline et l'URSS au moment où d'autres s'en séparaient. C'est justement vers 1956 que Sartre a commencé, au contraire, à dire le marxisme, c'est l'horizon indépassable de notre époque, etc. Mais ça, c'est l'apparence. Je pense que quand on connaît Sartre philosophiquement, il ne vient pas du tout de là. Sartre, il a emprunté à Heidegger, à Husserl, etc. Et Sartre, c'est Castoriadis qui le pointe comme un confusionniste. Hein, c'est un peu la confusion. Le marxisme est l'horizon indépassable de notre temps. En fait, pour Sartre, c'est son œuvre qui va être appelée à être l'horizon indépassable. Il va utiliser le marxisme, finalement, sur la longue durée. Je pense qu'on s'apercevra qu'il a peut-être finalement davantage utilisé le marxisme qu'il ne se fait utiliser par lui. Et j'essaie de montrer qu'effectivement, il y a de manière très très précoce chez Sartre un programme qu'on pourrait appeler un programme multiculturel. J'essaie de montrer qu'il y a dans les œuvres de Sartre après la guerre, il y a une espèce de logique déjà de l'idéologie multiculturelle et de l'idéologie migratoire. Il y a un moment dans l'ouvrage où vous faites non plus politique que philosophe, puisque vous regardez finalement cette idéologie de l'immigration migratoire dans la société de 1794 à nos jours, et vous notez que la gauche a toujours donné des coups d'accélérateur décisifs dans cette politique ou cette idéologie, et que la droite classique, celle qu'on intitule la droite, n'a jamais réussi ou voulu s'opposer à cette idéologie. Tout à fait. Ça, c'est un regard plus politique que philosophique. Tout à fait. Bon. C'est votre droit. Absolument. J'essaie de travailler un peu dans la philosophie politique, donc forcément on est un petit peu à l'intersection des deux domaines. Je pense qu'effectivement, alors la gauche, alors c'est pareil, la gauche, la droite, hein, il faudrait affiner. Mais je dirais que, et si vous voulez, ça rejoint des débats très actuels, hein, avec cette question du gaucho-islamisme, etc. La question, c'est qu'est-ce que le gauchisme, à l'origine, hein? Qu'est-ce que le gauchisme? Et je pense que Sartre, si vous voulez, c'est quelqu'un qui a fortement contribué à ce qu'on appelle, et ce qu'on appellera par la suite le gauchisme. Parce qu'il vient d'une philosophie très subjectiviste, hein, Husserl, etc., cartésienne de certaine manière, et puis il fait une espèce de synthèse avec le marxisme. Mais c'est totalement contradictoire, puisque le marxisme fait fond sur le prolétariat, sur les classes sociales, et Sartre, c'est celui qui va substituer à ce rôle du prolétariat et de la classe sociale la victime, l'individu victimisé, voyez, et les identités victimisées. Sartre, c'est celui qui va substituer au prolétariat les figures du juif, du noir, de la femme, de l'homosexuel, etc., et de l'immigré. Donc il y a chez Sartre une opération que j'appelle celle du transfert victimaire, qui, d'un point de vue marxiste classique, est une aberration. Puisque les marxistes ne défendent pas l'opprimé en général, la victime en général. C'est la classe sociale très précise du prolétariat qui est défendue. Donc Sartre, il est au carrefour de beaucoup de choses, et il va influencer, par la suite, toute une série de gens, les bien connus déconstructeurs, Derrida, Foucault, Deleuze, etc., d'ailleurs, on les rassemble tous là-dedans, c'est un peu problématique, parce que la déconstruction, c'est Derrida, la déconstruction. Mais bon, ce qu'on ne voit pas, c'est que ces gens-là ont une très grande dépendance sur le plan politique à l'égard de Jean-Paul Sartre. Et d'ailleurs, ils ont dit leur dépendance et leur reconnaissance à un moment donné. Foucault, comme Derrida, ont dit finalement, on n'est pas si éloigné que Sartre, la figure de l'engagement, etc. Donc j'essaie d'apporter quelque chose avec ce livre, de montrer un rôle souterrain et sous-évalué de Sartre dans cette évolution. Dans le philosophe et la politique, il y a des gens qui ont cherché à s'opposer à cette idéologie migratoire, mal leur en a pris. Vous pensez à qui? Des politiques, des historiens? Oui, alors, des historiens, l'exergue de mon livre, c'est une phrase de Braudel, Braudel, quand il a sorti l'identité de la France, il a eu beaucoup de problèmes. Déjà, ça y est, c'est déjà le Front National, etc. Et Braudel dit, voilà, il n'y a qu'une issue pour l'immigration réussie, il n'y a qu'une possibilité, c'est l'assimilation. Donc tout à fait, vous avez des historiens, vous avez
un philosophe sociologue que j'aime beaucoup, que je cite, qui avait déjà tout vu en 93, c'est Paul Lyonnais. Un voyage au cœur du malaise français. Pareil, Paul Lyonnais, oh là là, etc. Donc tout à fait, il y a eu des gens qui ont fait cet effort, mais c'est ce qui prouve la force de cette idéologie. Et je dis que cette idéologie, elle a 3 verrous. Elle a un verrou affectif, la honte. Elle a un verrou théorique, c'est la théorisation multiculturelle qui cherche à la justifier. Et puis le dernier verrou d'une idéologie, c'est que ceux qui sortent du lot, eh bien, judiciarisation, intimidation médiatique, juridique, etc. Et là encore, j'essaie de montrer que Sartre est déjà le précurseur de ça. Opération qu'on va retrouver à l'époque des SOS racistes, de Bernard-Henri Lévy, etc. Donc voilà, une idéologie. Il y a une époque, on va dire, entre guillemets, de créativité. Et ensuite, elle se durcit, se fossilise. Et c'est le verrou juridique, médiatique, qui va chercher à la conserver, simplement. Tout le monde croit aujourd'hui qu'on vit des choses très nouvelles sur toutes ces questions indigènes de la République, décolonialistes, etc. Je pense avoir montré que ce sont des questions qui sont déjà présentes dans l'œuvre de Sartre. Alors, de manière paradoxale, au moment où cette idéologie migratoire a triomphé, ou au moment où le président de la République dit effectivement qu'il faut passer à l'intégration ou à l'inclusion des étrangers, vous vous dites non, il y a la possibilité de créer les bases d'une véritable politique de l'immigration à partir d'une assimilation républicaine. Alors, je ne dis pas assimilation républicaine. C'est moi qui le dis pour vous. Absolument. Mais là, vous me tendez un petit peu. Voilà, je ne dis pas assimilation républicaine, parce que justement, les soi-disant républicains ont insisté plutôt sur le concept d'intégration. Intégration à quoi d'ailleurs? À la République. Et c'est quoi la République? C'est les valeurs de la République. Et on ne sait pas trop ce que c'est les valeurs de la République, à part des grandes valeurs très générales et qui ne permettent pas justement l'assimilation. Donc je veux dire, la notion d'assimilation, elle assume le fait qu'on assimile pas seulement à des institutions, mais qu'on assimile à des mœurs. Et donc on assimile à une nation. Donc assimilation à la France. Et non pas assimilation à la République. La République n'est jamais qu'un régime. Ce n'est pas le seul régime qu'on ait connu. Donc, justement, toute ma critique, c'est de montrer que l'assimilation est quelque chose de beaucoup plus profond que l'intégration que les républicains nous ont proposée pour masquer l'abandon de l'assimilation. Donc, qu'on ne me fasse pas le procès de dire qu'avec cet éloge de l'assimilation, je reviens si vous voulez, à une conception, par exemple, chevènementiste de l'intégration républicaine. Parce que si on me lit bien, je montre justement les limites de cette intégration républicaine. Et ces limites, c'est de croire qu'une simple séparation entre le privé et le public va permettre l'intégration des étrangers. C'est-à-dire qu'on va respecter l'identité des étrangers dans la sphère privée et on va simplement leur demander de s'intégrer aux droits et aux devoirs du citoyen dans la sphère publique. Le problème de ce raisonnement, c'est qu'il fait l'impasse sur l'articulation du privé et du public. Comment intégrer dans la sphère publique si ce qu'on laisse se développer dans la sphère privée est contradictoire avec cette intégration dans la sphère publique? Sans que se dire, est-ce que tout ce que vous dites là sur cette assimilation française, souhaitée, revendiquée, c'est pas tout simplement trop tard? Trop tard. C'est possible. C'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible que ce soit trop tard. À ce moment-là, mon livre aura servi à expliquer la cohérence philosophique et politique d'un modèle qu'on n'aurait jamais dû quitter. Regardez, Alain de Benoît, dans une tribune récente à Boulevard Voltaire, vous prend, non pas à partie, mais vous cite, et affirme que l'assimilation n'est ni bonne, je le cite, ni mauvaise, elle est impossible. Et il dit, par exemple, on peut assimiler des individus, mais on ne peut pas assimiler des communautés lorsqu'elles représentent 20 à 25% de la population d'une nation. Tout à fait. D'un pays. Tout à fait, mais je suis d'accord avec Alain de Benoît sur ce constat. Donc je pense j'espère qu'il a lu mon livre, parce que je dis quelque chose qui n'est pas finalement si éloigné. Je dis que l'assimilation est possible, moi je ne dis pas qu'elle est impossible, mais qu'elle est difficile. Donc, si vous voulez, il ne s'agit pas de réhabiliter l'assimilation dans un sens volontariste et avec coup de menton, etc. Et nous allons assimiler maintenant, etc. Bon, non. Penser l'assimilation, c'est penser à la fois sa possibilité, mais c'est penser ses limites. Il y a ce que j'appelle des conditions de possibilité de l'assimilation. Le nombre peut en faire partie, bien évidemment. Si on parle d'assimilation,
à la française, en disant c'est pas aux valeurs de la République, j'ai bien compris ce que vous dites. Alors on se dit que les seules institutions qui facilitaient cette assimilation, c'était l'Église, bien sûr, les églises, l'armée, les partis, les syndicats. Et on la voit famille. Bien, la famille. Et on voit bien que ce sont des institutions qui sont toutes en crise. Pourquoi penser que ces institutions en crise sont encore moteurs d'assimilation? Alors, quand on dit l'assimilation, elle est impossible, c'est plus possible, etc. Ce que je réponds, c'est qu'il n'y a pas le choix. Parce qu'en fait, la question, c'est pas assimiler ou ne pas assimiler. La question, c'est quelle assimilation? Qui assimile qui et à quoi? Mais quand j'essaie de repenser l'assimilation dans ma troisième partie, je ne la pense pas comme une simple politique d'immigration ou liée aux étrangers. Je la pense comme phénomène anthropologique, comme phénomène social, à partir de l'œuvre de Gabriel Tarde. C'est pas la première fois, j'avais déjà utilisé Gabriel Tarde, et ceux qui me lisent devraient peut-être voir là-dessus qu'il y a quand même une certaine cohérence. Assimiler, ça veut dire se rendre similaire. L'assimilation, c'est le propre de l'animal social et politique, qu'Aristote nous décrivait déjà. Donc il n'y a pas le choix. Si on n'assimile plus, eh bien, les gens vont s'assimiler à autre chose. À quoi assiste-t-on dans les problèmes, comme on dit, d'intégration, etc. C'est le fait que les personnes, soit d'origine étrangère, soit encore étrangères, ne s'assimilent plus à la France, mais s'assimilent à autre chose. Donc il n'y a pas de choix. Oui, mais Vincent, il faut se dire, si on ne peut pas s'assimiler à la République, on connaît mal les valeurs, si on ne peut pas s'assimiler parce que les institutions assimilatrices ne fonctionnent plus, comment s'assimile-t-on à une culture que l'on réprouve et que les Français exècrent eux-mêmes? Ils sont appelés à exécrer eux-mêmes. Donc tout ça, c'est des questions déjà qu'il aurait fallu se poser avant, n'est-ce pas? Oui, mais c'est vous qui en faites l'éloge de l'assimilation. Ah, mais je fais l'éloge de l'assimilation, mais pas dans un sens politicien, pas dans un sens de slogan politique, si vous voulez. J'insiste, j'essaie de la penser à un niveau philosophique. Après, entre le niveau philosophique et le niveau politique, donc, bien sûr, je veux dire, sur le constat de la crise de l'assimilation, il n'y a aucun problème. Simplement, cette crise de l'assimilation, d'ailleurs, elle ne concerne pas seulement les étrangers, elle concerne les nationaux, puisque la nation elle-même se construit par assimilation de soi-même sur soi-même. C'est ce que montre très bien, d'ailleurs, ce jeune historien, Raphaël Dohan, dont l'ouvrage recoupe vraiment beaucoup de mes intuitions. Les deux ouvrages sont très complémentaires, lui sur un plan historique, moi sur un plan philosophique. Il y a tout un travail d'assimilation qui a été tout simplement le travail de construction de la nation. Alors après, si on dit que c'est impossible, très bien, mais qu'est-ce qu'on fait aussi ? Qu'est-ce qu'on propose ? Parce qu'on dit, voilà, l'assimilation est impossible, donc que proposez-vous ? Mais ceux qui disent que l'assimilation est impossible, que proposent-ils ? Dernier point quand même. Ça, c'est le philosophe qui devrait être touché par cela. Vous allez me dire, mais oui, c'était prévisible. Mais enfin, dans un modèle assimilationniste, l'assimilation est censée progresser de génération en génération. Bon, absolument. C'est exactement le contraire aujourd'hui. On voit par exemple que pour les jeunes musulmans, ils sont beaucoup plus nombreux à refuser cette assimilation que leurs parents et que les parents de leurs parents, qui avaient vécu pourtant des conflits ou des guerres. Mais absolument. Mais si vous voulez, sur le constat de la crise de l'assimilation, il n'y a pas de problème. Mais la question, c'est, ce constat, une fois qu'on l'a fait, il nous apprend quoi ? Et donc, il doit nous apprendre que l'assimilation a des conditions de possibilité. Le nombre en fait partie, bien évidemment. Vous ne pouvez pas assimiler des gamins dans des écoles à la langue française si vous avez 80% de locuteurs qui sont de langue étrangère et 20% de langue française. C'est le contraire qui va se passer. Donc, il y a des conditions de possibilité. Mais est-ce qu'on a le choix ? C'est-à-dire que quelle est la forme politique qui répondrait à l'abandon de l'assimilation ? Quelle est la forme de régime et la forme politique qui répondrait à l'abandon de l'assimilation ? Certains prendront acte de cette situation en parlant de partition, d'autres diront qu'il faut remigrer, de la remigration. Je ne sais pas quelles sont les formules, mais certains ont anticipé cela en disant l'assimilation ne fonctionne pas, tirons-en les conséquences. L'assimilation ne fonctionne pas parce que les conditions de possibilité ne sont plus réunies. Donc, tirons-en les conséquences. C'est-à-dire, effectivement, question du nombre, par exemple. Il est impossible d'assimiler en laissant toutes les vannes ouvertes. C'est évident. Première chose, il faut fermer le robinet par rapport à ça. Mais ça n'empêche pas qu'on a des gens qui sont ici. Alors, question de la remigration, etc. Bon, il faut voir. Mais je veux dire... le problème, je ne vois pas, si vous voulez, mon ouvrage
ne fait pas du tout un éloge béat de l'assimilation. Il réfléchit au contraire sur la crise de l'assimilation, mais cette crise n'est pas une fatalité. Cette crise est liée à une absence d'intelligence, pas seulement de volonté politique, parce que vous ne pouvez pas assimiler des gens qui ne le veulent pas. J'en suis tout à fait d'accord, je suis le premier à le dire. Je dis que l'assimilation repose sur un désir d'assimilation, sur une volonté d'assimilation. C'est une relation, l'assimilation. Il faut à la fois un modèle qui s'assume comme modèle, et il faut quelqu'un qui veut copier le modèle, qui désire ce modèle. Donc bien évidemment. Alors vous demandez que l'on retrouve le sens grec de l'exclusion inclusive de l'étranger. Ça nécessite, pour la conclusion de notre entretien, petite explication. Alors là, je me suis un petit peu amusé en parlant d'exclusion inclusive, parce que les théoriciens marxisants, auxquels je fais référence un peu derrière ça, Balibar, Rancière, etc., eux, ils parlent d'inclusion exclusive. Ils parlent d'inclusion exclusive pour nous reprocher, justement, que nous ne permettons pas aux immigrés de devenir véritablement français. Nous les incluons, mais en les excluant. Et moi, j'inverse les choses. Je dis qu'il faut assumer l'exclusion inclusive. Ça veut dire qu'un étranger qui vient ici, en France, d'abord, un immigré, je rappelle, la définition d'un immigré, c'est un étranger qui vit plus d'1 an dans notre pays. Quelqu'un qui vient ici en France, il ne s'agit pas de le reconnaître immédiatement comme français ou en disant c'est un simple passage, on va avoir les papiers, on va devenir français. Il s'agit de le reconnaître d'abord comme étranger, en tant qu'étranger. Et lui-même, il y a intérêt d'ailleurs pour ne pas devenir schizophrène. On lui dit, mais voilà, t'es immigré, alors il ne sait même plus s'il est français, étranger, etc. On le reconnaît en tant qu'étranger. Ça veut dire pas en tant que français. Exclusion. Et c'est cette exclusion qui peut permettre éventuellement l'assimilation et une inclusion. Mais c'est pas à tout tracer. C'est une possibilité qui va être, et il va falloir qu'il montre, justement, et qu'on lui demande et qu'on cherche à le percevoir, cet effort d'assimilation. Auquel cas, il pourra devenir français. Mais attention, faire un éloge de l'assimilation, ça ne veut pas dire qu'on croit qu'on va pouvoir assimiler tout le monde. Ça veut dire qu'il faut assumer d'avoir des étrangers qui restent étrangers. Je vous signale que la Suisse a une extrême proportion d'étrangers. C'est un des pays européens qui a le plus d'étrangers, mais pas de naturalisés. D'où vient cette idée qu'on ne pourrait pas, il n'y aurait que la solution entre étrangers, et puis tout de suite de devenir français, etc. Puis immigrer, c'est un truc au milieu, on ne sait pas trop ce que c'est. Non, on peut très bien avoir des étrangers en nombre, qui ont des droits et des devoirs, pas ceux de la naturalisation, mais ça demande une confiance en soi, ça demande une force. Et ça demande aussi que leurs conditions ne soient pas une condition, les étrangers qui sont en Suisse ne sont pas seulement dans des emplois illégaux, mal payés, etc. Et donc c'est ça qu'on n'arrive plus à faire en fait. Et le statut d'immigré est devenu un statut un petit peu ambigu, ni étranger, ni national, qui n'est bon ni pour les nationaux, ni pour les immigrés. On pourrait poursuivre longtemps ce débat. En tout cas, merci Vincent Coussedière d'apporter la preuve que les philosophes sont capables de prendre à bras-le-corps ces questions de l'immigration et aussi de l'assimilation. Et j'invite bien évidemment tous les téléspectateurs à poursuivre cette réflexion et ce débat qui est essentiel, bien évidemment, en lisant votre ouvrage que l'on retrouve sur le site tvliberté.com dans la rubrique Boutique. Merci. Merci à vous.